Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est dimanche. Bon, je vais enregistrer cette vidéo, vous l'aurez aujourd'hui ou demain. Enfin, je vais faire la vidéo que je voulais faire sur Mohandas Gandhi. Donc on va faire un voyage vers l'Inde, mais pas que, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur Gandhi. Après, j'avais pas forcément étudié l'Inde, etc., ni le personnage. On a toujours des idées préconçues, hein. C'est une image iconique de l'Inde, ça c'est sûr. Visage charismatique, hein, je vous mettrai donc, de toute façon, je vais vous montrer la photo de Gandhi. Voilà. Je pense que vous voyez très bien à quoi il ressemblait. Habillé de blanc. Alors, j'ai pris des petites notes sur sa bio. Son thème astrologique est là, ici. Et puis après, on fera une voyance par rapport à lui. Allez, j'attaque. J'espère que je vous intéresserai sur le sujet. Bon, je vais pas revenir sur ce qui est passé cette semaine. Je vous remercie infiniment de tous vos messages. Écoutez, ça va mieux. En tout cas, ça m'a permis de reprendre un petit peu de recul aussi, parce que j'en avais besoin. De me reposer aussi, d'ailleurs. Donc voilà, on va passer directement à Gandhi, apôtre de la non-violence. Alors, donc, notre ami Gandhi, il est né le 2 octobre 1869. 2 octobre 1969. Donc il était du signe de la balance. Il est mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948. Il était beaucoup appelé communément Mahatma Gandhi. Alors, ce monsieur a fait des études de droit en Grande-Bretagne et est devenu avocat. C'est quelqu'un, j'ai noté, qui était très impliqué sur la justice sociale et la méthode de désobéissance civile non violente en Afrique du Sud par rapport aux Indiens. Gandhi incita les fermiers et les travailleurs pauvres à protester contre les taxes jugées trop élevées et la discrimination dont ils étaient victimes. Lutte contre les lois coloniales instaurées par les Britanniques en Inde. Et aussi en Afrique du Sud, j'imagine. Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes, pour la fraternité entre les communautés des différentes religions ou ethnies, pour la fin de l'intouchabilité et la discrimination des castes. Ça touche l'Inde, hein. C'est un système, les systèmes des castes dans cet immense pays de l'Inde. Pour nous occidentaux, c'est des choses qu'on ne comprend pas, hein, sur ce système, hein. Alors, au niveau religieux, il était hindou, profondément religieux et adepte de la philosophie indienne. Gandhi vivait simplement, oui ça tourne, hein, organisant un ashram qui était autosuffisant. Bon ça nous fait penser à notre époque actuelle, hein. Il avait créé sa communauté, il avait ses propres vêtements lui-même, hein. La traditionnelle dhoti indienne et le châle avec du coton filé, avec un charka rouet, était un militant végétarien. Il pratiquait le rigoureux jeûne sur de longues périodes pour s'auto-purifier, mais aussi comme moyen de protestation, d'influence et de réforme chez autrui. Gandhi est reconnu comme le père de la nation en Inde, où son anniversaire est une fête nationale. J'ai pas la date de la fête nationale indienne, je ne l'ai pas. Il a une bio qui est quand même. Alors, je vais pas tout vous faire la bio, hein. Je vais aller directement au thème, puis après on regardera. Pardon, on va regarder sur la bio les points importants, puis après on va regarder sur le thème à quoi ça correspond. Donc, Gandhi, je vous l'ai dit, est né donc le 2 octobre 1869 à Port-Bandar, dans l'actuel état du Gujarat, en Inde. Gujarat, je ne sais pas si je prononce bien, hein. Je ne parle pas l'indien. Gandhi est né et a vécu toute sa vie en tant qu'hindou, donc ça c'était sa religion, mais dans une famille ouverte aux autres communautés religieuses, qu'elles soient jaïnes, musulmanes ou parsis. Ça doit être sûrement des religions de l'Inde. Donc son père, Karan Chand Gandhi, est fonctionnaire du tribunal du Rajasthan, pardon, puis premier ministre de la principauté de Rajkot, ainsi que l'étaient les Gandhi depuis 6 générations. Sa mère, Putli B,
est la quatrième. Donc son père a eu 4 femmes, hein, et est la dernière femme de son père, dont elle a eu 4 enfants. Gandhi était le plus jeune d'entre eux. Il garde le souvenir d'une femme d'une grande piété, observant de manière stricte ses vœux religieux, notamment le jeûne et les rites vishnouites. Ainsi, Gandhi naît dans une famille jointe hindoue aisée. Donc il a grandi dans un milieu aisé. Il est devenu avocat. Après, il est parti en Angleterre, en Grande-Bretagne à l'époque. On ne dit pas l'Angleterre, on dit la Grande-Bretagne. En mai 1883, à l'âge de 13 ans, Gandhi est marié par ses parents à Kasturba Makhanji. Bon, il s'est marié jeune, hein, 13 ans. Du coup, ses études sont retardées d'une année, mais bon élève, on l'autorise à sauter une classe. Ensuite, un événement important de sa vie, son père meurt quand Gandhi a 16 ans, à l'âge de 16 ans. Gandhi forge dans cette période ses principes moraux, ses valeurs. Ascendant Balance, Vénus. Hein. L'honnêteté, la tolérance, le respect de ses aînés, le végétarisme qui revient souvent, hein, le végétarisme, et surtout le rejet du mensonge et la recherche de la vérité. Bah dites donc, c'est d'actualité hein, tout ça. Hein. Bref, personnage d'actualité quand je lis ça. Hein. L'honnêteté, la tolérance, le respect de ses aînés, le végétarisme et surtout le rejet du mensonge et la recherche de la vérité. Études en Angleterre. Il décide de partir faire des études de droit en Angleterre. Donc il va faire du droit. Je ne vais pas tout lire. Hein. Alors, on lui fait promettre dans sa famille de ne toucher ni au vin, ni à la femme, ni à la viande. Sa caste, c'est très caste hein, l'Inde. Hein. Sa caste s'oppose à son départ, considérant que la vie dans ce pays ne peut aboutir qu'à une perte de la foi. Eh oui, la caste est puissante en Inde. Hein. Bon, malgré tout, alors il part. Hein. Gandhi mettant en avant le vœu fait à sa mère et soutenu par sa famille, décide de partir quand même, malgré tout, et est condamné à être hors caste par le chef de la communauté. Il a été éjecté de la communauté de la caste. Hein. En Angleterre, il est à l'University College of London le 4 septembre 1888 à l'âge de 18 ans. Il était jeune hein, pour devenir avocat. Alors c'est quelqu'un qui était ascendant Balance, il faisait beaucoup attention à la façon dont il s'habillait. Il tente dans une certaine mesure de s'adapter aux coutumes anglaises en s'habillant comme un gentleman et en prenant des cours de danse. Mais il refuse de manger de la viande chez ses hôtes. Il rencontre certains des végétariens qu'il rencontre en Grande-Bretagne sont membres de la Société théosophique. Société théosophique qui a été fondée en 1875 et dévouée à l'étude des littératures bouddhistes et brahmaniques. Grâce à eux, Gandhi étudie plus précisément le Bhagavad Gita, qui le marque profondément. À cette occasion, c'est surtout ça que j'ai noté, il rencontre en 1890 Madame Blavatsky et Annie Besant, dont l'adhésion à la société théosophique vient de susciter la polémique. Donc en fait, il a été approché par des gens de la théosophie. Théosophie, c'est compliqué la théosophie. Moi, j'avais regardé un petit peu. Hein. Les théosophes, c'est complexe. Hein. C'est très ésotérique. Invité à les rejoindre, il décline par humilité, considérant, comme il l'écrit dans son autobiographie, qu'il ne connaît pas assez bien sa religion pour appartenir à un mouvement spirituel. Donc, si vous voulez, il a été approché par la théosophie, il n'est pas rentré dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ensuite, il est revenu en Inde en 1891. Il reprend le bateau le 12 juin 1891. Mais on dit que ses études sont restées théoriques. Il n'a encore aucune connaissance du droit indien et sa timidité hein, fait qu'il éprouve des difficultés à s'exprimer en public. Il tente d'abord de s'installer à Bombay, où il est admis au barreau, mais doit renoncer au bout de 6 mois faute de rentrée d'argent suffisante. Gandhi retourne ensuite travailler avec son frère, avocat lui aussi, famille de juristes. Hein. Il y rédige des requêtes et des mémoires en profitant de la clientèle de son frère. Donc retour en Inde. Alors, il y a un moment donné, il y a plusieurs événements dans sa vie. Hein. Gandhi avait été confronté à une forme d'arrogance raciale qu'il n'avait jamais connue durant ses 3 années passées en Angleterre. Son renvoi par Ollivant, c'était un personnage avec qui il avait eu un accrochage, on va dire, quelque chose de... avait déclenché un processus qui conduirait 50 ans plus tard à la campagne Quit India. Cependant, on estime que la conduite d'Ollivant était justifiée. D'accord. Ensuite, donc il est sensible en fait à l'injustice hein, au niveau du rabaissement des gens. Il est pour un équilibre social, un équilibre humain, une tolérance, une paix. Mais je reviendrai sur le thème astrologique. Gandhi en Afrique du Sud. Alors, donc il désire fuir l'Inde.
hein, il va quitter l'Inde, et donc en fait, il va partir pour l'Afrique du Sud. À cette période, Gandhi est un individu doux, timide et politiquement indifférent. Il est sujet au trac, c'est quelqu'un de très traqueur, je vous montrerai sur le thème, lorsqu'il doit parler au tribunal. D'une part, en lui donnant... Alors, l'Afrique du Sud le change de manière spectaculaire. D'une part, en lui donnant par sa réussite professionnelle l'assurance qui lui manquait jusque-là. Donc quelqu'un qui a des problèmes d'assurance, hein, vraiment de timidité. D'autre part, en éveillant sa conscience politique par les témoignages de discrimination entre les Noirs et les Indiens auxquels il sera confronté dans ce pays. C'est un sujet important entre les Noirs et les Indiens, hein, qu'on appelait les coulis. Donc il y a plusieurs incidents, hein, qui vont se passer en Afrique du Sud. Incident du turban, incident du train. Je vais passer un petit peu. Les incidents du turban et du train ont été décrits par plusieurs biographes comme un tournant de la vie de Gandhi, et ils lui servirent ensuite de catalyseur pour son militantisme. C'est en étant témoin direct de l'intolérance, du racisme, des préjugés et de l'injustice contre les Indiens d'Afrique du Sud que Gandhi commence à réfléchir au statut de son peuple et à sa propre place dans la société. Gandhi réagit par de premières protestations. Ainsi, il écrit une lettre à la direction des chemins de fer du Transvaal et obtint que les Indiens convenablement habillés, toujours l'histoire d'habillement, hein, de paraître, de l'ascendant balance, hein, qu'on retrouve, puissent voyager en première et seconde classe. Pendant plus de 10 ans, les actions de Gandhi contre les lois de discrimination envers les Indiens seront menées par des moyens traditionnels et tout à fait légaux. Donc c'est quelqu'un qui était à peau de la non-violence, donc du combat, mais non violent. Pétition au pouvoir et appel à l'opinion par voie de presse. Donc il utilisait des moyens légaux, des moyens pacifiques pour rentrer en lutte, en révolte. Alors, participation à la Deuxième Guerre, bon, des bourses, je crois qu'on dit, la Deuxième Guerre des bourses, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, attitude de Gandhi envers les populations noires sud-africaines. Plusieurs auteurs ont noté le mépris souvent exprimé par Gandhi envers les Noirs. Durant son séjour en Afrique du Sud, voire des préjugés racistes qu'il abandonnera à sa maturité. À l'époque de l'arrivée de Gandhi en Afrique du Sud, il y a au barreau du poste de Durban 2 entrées, une pour les Blancs et une pour les Noirs et les Asiatiques. Les Indiens considèrent comme un outrage d'être mis au même niveau que les Noirs. Vous voyez déjà, le Natal Indian Congress pétitionne et dans un rapport d'activité de cet organisme, Gandhi annonce en août 1895 un résultat qu'il considère comme non insatisfaisant. Il y aura désormais 3 entrées. C'est marrant, hein, la phrase, qu'il considère comme non insatisfaisant. Donc en fait, c'est un mélange, c'est un équilibre qui a été trouvé. Il y aura désormais 3 entrées, une pour les Blancs, une pour les Asiatiques et une pour les Noirs. Bon, ben voilà, du coup, de 2 portes, ils en font 3, d'accord. Alors, le petit-fils de Gandhi, tout en reconnaissant que Gandhi se montrait souvent méprisant envers les Noirs, note qu'il lui arrivait de tenir un discours plus respectueux. Ambivalence, hein, ambivalence. Sur le sujet. En même temps, on est en 1895, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes choses. Et puis après, c'est pas un jugement que je fais, c'est juste une analyse. Pour le combat, on arrive en 1915-1945. J'ai un peu zappé des périodes, hein, pas pour la guerre. Enfin, la guerre n'était pas en Inde. Gandhi découvre qu'il ne connaît pas son propre pays. Donc il revient en Inde, en fait. Il ne connaît pas son pays. Il décide de parcourir en long, en large, allant de village en village, afin de rencontrer l'âme indienne et connaître ses vrais besoins. En mai 1915, donc nous c'est après la guerre de 14, hein, la Grande Guerre, Gandhi fonde un ashram dans la banlieue d'Ahmedabad, en Inde, et l'appelle Satyagraha Ashram, aussi connu comme l'ashram de Sabarmati. La loge 25 hommes et femmes qui font vœu de vérité, de célibat, d'ahimsa, de pauvreté et de servir le peuple indien. Ah, il y a des choses qui sont dans les mots, moi je ne suis pas indien, indianophile. Hein. C'est très secret l'Inde, hein. C'est très plutonien, c'est très scorpion, et on sent qu'il y a quelque chose. Il précipite en 1917 l'abolition de l'engagisme des coulis. Les coulis, c'est les émigrés indiens qui travaillaient dans des conditions proches de l'esclavage dans les colonies anglaises et françaises. Les coulis, il y en avait beaucoup. S'il y a des gens qui me regardent de la Guadeloupe, hein, il y en avait en Guadeloupe, hein, des Indiens qui ont amené les épices, les madras, hein, dans les Antilles françaises. Gandhi avait rencontré pour la première fois des coulis en Afrique du Sud et avait lancé sa première pétition contre l'engagisme en 1894.
Ensuite, il organise la résistance civique pour les dizaines de milliers de fermiers sans terre, pour les serfs, on parle de serfs comme au Moyen-Âge, et pour les petits propriétaires pauvres qui sont forcés de cultiver l'indigo et autres produits d'exportation au lieu de cultiver la nourriture nécessaire à leur subsistance. Au cours d'une terrible famine, c'est toujours les famines, hein, c'est comme la guerre des farines en France avant la Révolution française. C'est toujours ce qui crée d'ailleurs les révolutions, hein, le manque de nourriture. Les Britanniques veulent encore augmenter l'une de leurs taxes, ce qui rend la situation désespérée. Et déjà, augmentation des taxes. Hein. C'est bref. Le pic de la crise vient quand il est arrêté par la police pour trouble à l'ordre public. Donc il a arrêté. Hein. Il va quitter la province. Des centaines de milliers de personnes manifestent autour de la prison. Et il demande sa libération et ce que la justice accorde à contre-cœur. Donc il a arrêté et libéré. Si pour Gandhi les gains matériels de la victoire sont minimes, le fait que les paysans aient acquis une conscience politique est inestimable. C'est Jupiter rétrograde dans son thème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'avance. Bon, il y a la guerre du Seine, je ne vais pas le faire. La Seconde Guerre mondiale. Il a une vie riche, hein, cet homme. Hein. Gandhi et tout le comité dirigeant du Congrès sont arrêtés à Bombay par les Britanniques le 9 août 1942. Donc il a à nouveau arrêté. Et puis il y a sa femme, Kasturba, qui avait toujours été solidaire et engagée auprès de lui, meurt après 18 mois d'emprisonnement d'une crise cardiaque à la suite d'une pneumonie. Sa femme. Voilà. Alors on le voit avec sa femme. Gandhi et sa femme. Ensuite, dernière étape, avant-dernière étape, la libération et la partition de l'Inde en 1945-1947. Là, on est pareil, après-guerre mondiale. Hein. C'est bizarre, à chaque fois des événements importants après-guerre mondiale. Hein. Bon, bref. Entre 1946 et 1947, plus de 5000 personnes sont tuées dans des violences intercommunautaires. Des millions de gens sont déplacés de force afin d'homogénéiser l'implantation des populations selon leurs croyances. Gandhi est viscéralement opposé au plan qui séparerait l'Inde en deux pays différents. Beaucoup de musulmans en Inde vivaient aux côtés d'hindous et de sikhs et étaient en faveur d'une Inde unie. Évidemment, la partition va se faire avec le Pakistan, hein, c'est donc la partition de l'Inde. Et donc c'est un Gandhi dévasté qui donne son accord pour éviter la guerre civile. Le jour de l'indépendance, le 15 août 1947, Gandhi ne participe pas aux festivités avec le reste de l'Inde, mais reste seul à Calcutta, portant le deuil de l'unité de l'Inde et travaillant à l'arrêt des violences. Toujours cette recherche de paix et de non-violence. Après l'indépendance, Gandhi se concentre sur l'unité entre hindous et musulmans. Malgré la guerre indo-pakistanaise de 1947, il est troublé quand le gouvernement décide de refuser aux Pakistanais les 550 millions de roupies, c'est la monnaie locale, ça doit être toujours la monnaie actuelle de l'Inde, prévue dans les négociations de partition. C'est presque terminé. C'est très dur hein, de résumer la vie d'une personne comme ça, parce que c'est des vies extrêmement, extrêmement riches au niveau événements. Dans une allocation du 12 janvier 1948, il exprime ses motifs de préoccupation et déplore aussi que depuis l'indépendance, la nouvelle classe politique se montre extrêmement corrompue, au point que la population commence à dire que le gouvernement britannique valait mieux. Vous voyez, déjà corruption hein, au niveau de cette période. Ça a toujours existé, remarquez. Hein. Eh ben oui, dès qu'il y a de l'argent, il y a corruption. Il lance son dernier jeûne très important, hein, le végétarisme aussi. Hein. Il lance son dernier jeûne à Delhi le 13 janvier 1948 à l'âge de 78 ans, demandant que toute violence communautaire cesse définitivement, que le Pakistan et l'Inde garantissent l'égalité dans la sécurité et les droits pour les pratiquants de toutes les religions. Gandhi craint que l'instabilité et l'insécurité au Pakistan augmentent leur colère envers l'Inde, que la violence ne passe la frontière et qu'une guerre civile éclate en Inde à cause de nouvelles tensions. Ensuite, on arrive à la dernière partie de sa vie, qui est son assassinat. Le nouveau jeûne de janvier 1948 est perçu par les nationalistes hindous comme un soutien aux musulmans et au Pakistan, et un affaiblissement de l'Inde. L'un de leurs leaders, Narayan Apt, décide d'un attentat contre Gandhi. Une première tentative échoue, faute de préparation. Le 20 janvier 1948, la seule des 3 grenades lancées explose à 50 mètres du Mahatma. Un membre du commando est arrêté. Ça, c'était le 20 janvier. Le 30 janvier de la même année 1948, en chemin vers une réunion de prière, Gandhi est abattu par balle dans les jardins de la Birla House où il résidait, à New Delhi.
L'auteur des tirs est Nathuram Godse, un hindou nationaliste en lien avec le groupe fanatique. Bah oui, des fanatiques, hein, c'est comme les... Oui, bah oui, oui. Un fanatique hindou, Mahasabha, est déjà impliqué dans le premier attentat. Godse tenait Gandhi pour responsable de la partition, séparation de l'Inde et de l'affaiblissement des hindous face aux musulmans. Gandhi meurt dans les minutes qui suivent, tandis que son assaillant se laisse arrêter. Et donc il a un monument commémoratif à New Delhi, capitale de l'Inde. C'est New Delhi la capitale de l'Inde. Voilà. La pensée de Gandhi, après il y a d'autres choses, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses et je vais passer au thème parce que ça fait déjà 20 minutes. Mais je ne pouvais pas faire moins pour ce personnage, parce que c'est quand même des personnages très très importants. Et oui, n'en déplaise, c'est toujours important, la non-violence. La révolte dans la non-violence, c'est d'actualité. Hein. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur son thème astrologique? Je vais vous montrer son thème, j'ai pris quelques petites notes. Ça, c'est son thème astrologique. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Bon, des carrés, des oppositions. Alors, je vais essayer d'être concis. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, on est sur une personne du signe de la balance. Le soleil est en maison 12. Donc, un soleil maison 12, la maison 12, c'est la maison de l'enfermement. C'est la maison des choses cachées, des secrets, des épreuves. C'est l'inconscient collectif. C'est quelqu'un qui avait une forme de timidité. Un soleil maison 12, c'est quelqu'un qui va se mettre un peu en retrait dans son atelier, qui va faire les choses dans son coin et qui va s'exprimer au nom du collectif. En tout cas, c'est comme ça que lui, il a utilisé. Le soleil maison 1 a confiance en lui. En maison 12, c'est quelqu'un de plus timide. Donc, soleil en balance, recherche d'harmonie culturelle, sociale, d'équilibrer les choses, de non-violence, vous voyez, de faire attention à l'autre, d'écoute, de paix. On est dans la paix ici. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À l'ascendant, 3 planètes importantes. Ascendant balance, on retrouve la balance, cette recherche d'unité dans l'amour, le couple, la beauté, l'habillement, la façon dont on se présente aux autres, la séduction, Vénus. Vénus est en maison 1, elle est dans le signe du Scorpion, elle est conjointe à Mars. Donc ça, c'est important, parce qu'on a passion, désir. On a la paix et la violence mélangée. Ça s'appelle du désir, de la passion. Ce côté passionnel, c'est en maison 1, c'est identitaire. C'est quelqu'un qui avait des passions en mode Scorpion, extrême. C'est quelqu'un qui avait aussi un sens des non-dits, des choses, qui pouvaient révéler à travers le groupe humain la violence, la méchanceté, la haine, vous voyez? Excusez-moi. Mars en Scorpion, c'est quelqu'un qui, d'une façon discrète, secrète, va mettre en évidence chez les autres leurs non-dits, leurs choses inconscientes de violence, vous voyez. Donc il y a quelque chose de très passionné, hein, qui parle aussi de sexualité, d'ailleurs aussi de désir très puissant. Alors, ce qui fait un peu son thème, c'est cet aspect en triangle entre la Lune et Jupiter rétrograde, Pluton rétrograde, en maison 7. Donc, évidemment, quand on voit un thème comme ça, on se dit quelqu'un de discret, Soleil maison 12, ascendant balance, qui recherche l'harmonie. Mais quand même, une identification à un personnage passionné, de désir. Désir, de passion pour mettre en évidence la violence du monde. Scorpion. Tout ça est opposé en maison 7, le contrat, le couple, l'association, l'autre, on va dire, à Pluton rétrograde. Pluton rétrograde, on est dans des peurs, des angoisses terribles. Donc c'est quelqu'un qui à la fois avait ce sens du désir, d'impulsion de désir, et en même temps une peur, une angoisse de la rencontre avec l'autre. Voyez ? Jupiter rétrograde et conjoint, c'est-à-dire une absence de vouloir s'enrichir, une façon, une façon presque idéaliste de voir la vie sociale, la vie économique du monde. C'est-à-dire pas qu'un Jupiter rétrograde, un Jupiter direct va chercher la générosité, à s'élever socialement, la reconnaissance sociale, l'abondance aussi. Un Jupiter rétrograde va être un utopiste social, quelqu'un qui va vouloir réformer d'une façon un peu immature le monde économique, social, comment les gens se réunissent ensemble. Donc on voit quand même qu'il y avait une utopie sociale mélangée à des angoisses et des peurs de la rencontre avec l'autre, tout en opposition, en étant d'une passion extrême. Tout ça au carré de la Lune en maison 10. La Lune en maison 10 veut dire que l'inconscient de la mère, l'enfant est relié à la mère au niveau de sa pensée.
très puissante. La lune en maison 10 représente la popularité. La maison 10, c'est la carrière, la renommée, c'est le peuple aussi, la lune en maison 10. Lune en lion. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, il a connu la popularité dans son pays, la lune, mais aussi avec le carré à son maître d'ascendant, je dirais une timidité. La lune représente la timidité, les changements d'humeur. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vivait à travers sa rencontre aux autres une volonté de pouvoir, de mettre en avant ses propres désirs, mais bloqué par des angoisses de la rencontre avec l'autre et une timidité. La lune représente la peur aussi, hein, la timidité, vous voyez. Donc peut-être qu'il avait du mal, enfin c'est ce que dit la biographie, il avait du mal publiquement à s'exprimer par rapport à cette timidité qu'il avait. Dans le thème, le nœud sud est en maison 4. Le nœud sud, c'est ce qui est naturel chez la personne. Naturellement, il est en Verseau en maison 4. Ça parle d'une famille relativement comment dire, libérale au niveau des idées, des échanges d'idées. La coopération, un côté aussi révolté chez lui. Peut-être une famille qui avait des mémoires de révolte par rapport à Saturne, l'autorité. Uranus est en maison 9. Donc on voit que c'est quelqu'un avec un Uranus maison 9 qui a une façon iconoclaste, originale, par rapport à tout ce qui était religieux, à tout ce qui était croyance, conviction religieuse, philosophique. Donc il avait un côté libéral quand même, hein, d'où son côté œcuménique au niveau religieux, vous voyez. Donc naturellement, il était ouvert aux autres religions. Son nœud nord l'amenait à être... Donc son nœud nord est en milieu du ciel, donc la carrière, la renommée, le plus haut qu'on puisse atteindre, en lion. C'est-à-dire se mettre en avant personnellement d'une façon royale, d'une façon puissante en nœud nord, vous voyez. Donc après, je résumerai tout ça. Une famille libérale nœud sud sur ses convictions politiques, un attachement à la mer à lune maison 10 important, ascendant balance, une quête d'harmonie avec les autres qui passe par un combat passionné et une personnalité qui avait beaucoup de difficultés à amener une façon Jupiter rétrograde, une façon non conventionnelle de voir la vie sociale, la vie économique, quelqu'un qui ne cherchait pas l'abondance, mais qui cherchait à ce que les gens découvrent une autre façon de vivre ensemble. Jupiter rétrograde, important dominant. Tout ça conjoint à la fatalité, Pluton rétrograde qu'il a rencontré à travers la mort, opposé à Mars. Donc évidemment, tous les gens qui ont cet aspect-là, même Mars-Pluton, c'est souvent des gens qui ont des fins brutales ou qui ont des choses difficiles. Surtout Pluton est rétrograde chez lui, donc une puissance intérieure, à la transformation intérieure, mais une difficulté à agir extérieurement par la puissance. Je dis beaucoup de choses. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout ça, au niveau de l'âme, on regarde où est la lune noire. La lune noire est en bélier. La lune noire en bélier, corrigée, moyenne et licorne, l'absolu de la personne, c'est une quête de désir, de mythe du héros. C'est quelqu'un qui était sensible à l'injustice, bélier, et qui avait en même temps une grande peur de tout ce qui était la violence, de blesser. Mais un absolu de combat. Donc, absolu de combat, chez lui. Et en même temps, puisque la lune noire corrigée, il y a le dragon à côté qui dit peur de la violence, peur de la violence, peur de blesser. Donc, il a développé des qualités balance, c'est-à-dire un soleil balance maison 12, au nom de l'égrégore du groupe l'inconscient collectif, pour revenir à son absolu, conjoint à Neptune rétrograde, hein, c'est-à-dire un idéalisme et une façon... Neptune rétrograde représente plutôt le végétarisme ici, hein. Un absolu de combat, de rééquilibrage des rapports humains, hommes-femmes aussi en balance, ou d'équilibre social par rapport à un absolu de combat, mais qui passe par la non-violence. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vivre la lune noire corrigée. L'absolu d'une lune noire corrigée en maison 6, c'est le service. Si vous avez une lune noire en maison 6, votre absolu, c'est dans votre métier, on parle du métier actuellement, le service aux autres, à travers la guérison, la santé, la pureté du corps. Une personne qui a une lune en maison 6 va chercher à se soigner, mais ça doit être parfait. Donc il y a un sens de la perfection au niveau du soin aussi, de guérir, de purifier, vous voyez.
On retrouve ça, c'est Lune Noire en maison 6, et des mémoires de combattants, de gens qui ont tué, qui n'osent plus la violence dans cette incarnation. Donc ils sont obligés de passer par des mémoires de combattants au nom de l'injustice et de le mettre en place par une méthode balance, c'est-à-dire d'équilibre et de justice sociale et de rééquilibrage économique, Jupiter rétrograde en taureau, donc par la Terre. Hein, tout ce qui est agriculture et la Terre, d'accord? Tout ça avec une timidité et un côté libéral au niveau de ses convictions politiques. Aspect que j'ai pas dit, Mercure maison 1 Scorpion, donc quelqu'un qui avait une parole carrée à Uranus, hein, une parole quand même tranchante, hein, et qui allait droit au but, un Scorpion, hein, qui pouvait être critique quand même. Et à Saturne maison 2, qui donne beaucoup un sens des responsabilités au niveau de son argent, quelqu'un de très sérieux au niveau de l'argent. Et quelqu'un qui, même s'il était libéral sur ses convictions politiques, était quand même enchaîné à la tradition familiale, Saturne, maison 2. Saturne étant en Sagittaire. Donc à se libérer à lui-même, en fait, de l'attachement, de la pression sociale de sa famille. Voilà. Son fond du ciel est en Capricorne, une enfance peut-être régie par la tradition familiale, et un milieu du ciel en Cancer, donc il a été reconnu peut-être pour le peuple, pour le Cancer, c'est-à-dire ce qui concerne le foyer, la nation, son pays en fait. Hein. Le nœud nord est conjoint au milieu du ciel. Voilà, c'est comme ça qu'il est reconnu. Après, peut-être, je dirais que le carré, il y a une ambivalence peut-être entre des désirs très puissants peut-être et une volonté d'être parfait avec une Lune en maison 6. Hein. Donc une ambivalence peut-être. Hein. Je parle par exemple au niveau sexualité, par exemple. Hein. Un Mars Scorpion maison 1, il y a quand même un besoin de dégager de l'énergie sexuelle. Hein. Je suis désolé. Mais en même temps, une peur de l'autre. Bizarrement, une espèce d'auto-jugement sur lui-même, de culpabilité, je dirais, par rapport à ça. Hein, ses désirs, je dirais. Ses désirs en Scorpion. Hein. Le Scorpion est lié au désir, à la passion, à la libido, à la sexualité, hein, et la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, le côté extrême, en levant tous les tabous et les non-dits des situations. Voilà. Bon, je pense que c'était clair, non? J'en suis à combien? 32 minutes. Waouh! Pas facile, hein, le thème de Gandhi. Hein. C'est pas facile de faire un thème comme ça, je vous assure, à vous l'expliquer. Moi, je le vois, comment il fonctionne, mais après, il faut le mettre en mots. Et il faut le mettre de façon concise pour pas que ça soit lassant. Bon, je pense avoir pas été trop mauvais. Je vais utiliser pour Gandhi 2 jeux. Le Universal Illusion. Donc, je vais faire une canalisation par rapport à lui. Ah, qu'est-ce que c'est par rapport à lui? Ouais, monter dans l'échelle sociale pour lui. Il y a une histoire de pauvreté aussi. Hein. Regardez vers le ciel. Bon, ok. On va tirer 9 cartes hein, pour Gandhi. Allez, je vais canaliser sur lui, on va regarder, puis après on mettra le wash. Qu'est-ce que le Mahatma, vous pourriez nous dire dans cette époque qu'on vit, ou sur votre vie? Allez, je laisse parler les cartes. Hein. Là, je me suis connecté à son thème, donc je suis sur lui. Là, ouais, là, je ressens. Allez, on va faire une coupe, je vais pas regarder, on va prendre 9 cartes. Matma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 9 cartes, s'il vous plaît, à moi et mes abonnés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Je vous montrerai les cartes les unes après les autres. C'est quelqu'un qui était attaché à la musique, le piano, mais aussi au chemin, c'est-à-dire, c'est un peu un mythe d'Orphée, si vous voulez. Il cherchait à remettre de l'harmonie sur les routes de l'Inde, en fait. C'est joli, la carte. Hein. Il cherchait à réharmoniser Jupiter rétrograde, la Terre, vous voyez, la Terre natale, en fait. Pourquoi je dis ça, réharmoniser? Parce que vous voyez que ça fait des touches de piano. Les pianos, ça ramène à Vénus, la beauté, l'harmonie, vous voyez. Réharmoniser sa Terre, c'est joli, ça. Hein. Ouais, c'est ça, hein, réharmoniser la terre de l'Inde ici, ou les pays où qu'il a traversé. Hein. Il y a quelque chose un peu monastique, hein, on voit un bureau ici, un bureau un peu solitaire, donc c'est quelqu'un qui devait beaucoup se concentrer sur l'étude, sur les études, hein, les courriers, les lettres, etc. Hein. Quelqu'un de studieux, je dirais, qui était beaucoup
On voit quelque chose d'assez modeste hein, assez épuré, vous voyez, dans ce logement ici, hein. Il y a un petit bureau et puis c'est tout quasiment, hein. Une petite cuisine, pas grand-chose, quoi. Harmoniser son pays. Moi, je dirais que cette carte, elle parle. Donc, on a une carte ici, on voit le côté végétal ici, hein, avec les plantes, c'est presque phytothérapique ici, hein. On a vu qu'il était végétarien, il était pour la purification du corps, le sommeil ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui se ressourçait à travers les plantes, la nature et le sommeil, qui avait besoin peut-être de moments de repos, de protection dans la nature, je dirais. On dit que c'était un phare quelque part, en fait, dans le brouillard de l'époque, peut-être de l'Inde ou de l'Afrique du Sud, où il a vécu, hein. Il a été une espèce de phare pour son pays, en fait, hein, pour montrer la direction. Euh, voilà, c'est ce que je dirais avec le phare ici, phare pour son pays. C'est quelqu'un apparemment qui était attaché au calendrier, aux dates, à tout ce qui était le temps. Ça correspond à Saturne, peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui est lié au calendrier, je sais pas, au temps. Ça parle du temps, Chronos, Saturne, le temps. Peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de rendez-vous, qui avait un planning très chargé, je suppose, je sais pas, hein. C'est possible. Bon, il était très très concerné par la nourriture, hein. On voit une étable hein, américaine d'ailleurs avec le silo. Il était intéressé par la culture, par tout ce qui concernait l'économie de manger, vous voyez, hein. On voit un champ avec le côté agricole. On voit beaucoup de cartes qui parlent du milieu rural, le côté essence des plantes, le côté ascétique de cet espace un peu dénudé, presque monastique. Il était un phare. C'est quelqu'un qui cherchait à monter avec le parachute, peut-être, euh, je dirais une ascension, ascension sociale, presque céleste, j'allais dire, hein, vers le divin, euh, avec une forme de protection. Le parachute, c'est quelque chose qui protège de la chute, en fait. Il avait comme une protection divine, je dirais, hein. C'est presque la Tamise et Londres, hein, quand on regarde en dessous, hein. Vous regardez, hein, on dirait presque la Tamise, hein. Londres, hein. C'est rigolo, hein. Il a eu des protections, je dirais, célestes ou dans le monde terrestre aussi, hein. Euh, ouais, c'est comme ça que je vois les choses. C'est quelqu'un qui est très, très concerné par les animaux, hein. Il protège un petit enfant, vous voyez, qui protège, c'est joli la carte, hein, qui met sous abri son chien, vous voyez, quelqu'un qui avait une considération pour le monde animal. C'est très orphique, hein, ça, c'est très balance, hein, c'est-à-dire la protection de tous les végétaux, des animaux, des humains, son côté balance, protection, faire attention à l'autre, etc. Au nom d'un combat. Et là, on retrouve sur le côté purification. Alors là, c'est des vins chauds, mais vous voyez, les vins chauds, c'est des épices, hein. Les épices, ça vient d'Inde, hein, beaucoup. Et ça parle de l'Inde aussi par les épices, et ça parle aussi de guérison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était avec une lune noire maison 6, qui était très ancré sur une perfection de guérir, de soigner. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des capacités de guérison, hein, très probablement, hein. Il n'a pas osé, à mon avis, travailler sur un guérisseur, mais c'était un guérisseur, cet homme, hein, c'est sûr, hein. Sûr, sûr. Mais avec une lune noire, c'est très compliqué en maison 6 parce que la personne n'ose pas guérir les autres. Avec Neptune rétrograde, probablement des capacités visionnaires aussi, des capacités intuitives très fortes, médiumniques, hein, je pense, hein. Je vais pas tout vous dire sur moi, mais moi j'ai un aspect avec ça. Et c'est à la fois ambivalent. Parce qu'en fait, on souffre de faire de la médiumnité en final, hein, parce que c'est difficile en final, hein. Ça touche des zones chez nous, en fait, en disant aux autres des choses. Bref, je m'arrête là. Je vais faire le OH sur lui. Allez, on va découvrir qu'est-ce que le OH peut nous dire, et puis après j'aurai fini. Bah, écoutez, ça fera une jolie vidéo sur le Mahatma Gandhi, hein. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, en tout cas, ça m'a intéressé. Je sais pas, c'est une personne qui m'avait parlé de ce thème-là. Et je vais rester concentré sur lui. Qu'est-ce qu'il y a qui est tombé? La table, manger. Mais il faisait beaucoup de jeûnes, hein, quand même, hein. C'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup, hein. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur le Mahatma Gandhi, le OH? Allez, on dit stop, j'arrête. Je vais pas aller la coupe exprès. Je vais prendre 6 cartes pour le OH, je fais 6, je sais pas pourquoi. 6.
Allez, 6 cartes et je mettrai les mots après. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Mystère. L'OH est toujours... on ne sait pas ce qui va sortir. Bon, on a le rapport avec sa maman ici, hein. Donc je vous ai dit qu'elle était importante, hein. Lune, maison 10, hein. Il a une façon de penser très proche de sa mère, en fait, hein. Peut-être que sa mère le remonterait sur son côté scorpion, où il avait envie voilà, elle le remettait en place, un petit peu l'éduquait, si vous voulez. Elle lui disait, mon garçon, tu voyais des choses comme ça, hein. Bon, on parle d'un enfant qui joue, hein, côté joueur, presque naïf, candeur de l'enfance ici, dans le jeu, hein, le toboggan. Beaucoup l'enfance, hein. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité ici, en tout cas des tabous, des choses cachées, vous voyez, par rapport à la sexualité, mais je vous en ai parlé un petit peu avant, hein. Là, on parle d'assassinat. Ah oui, bah, je suis dessus, hein. Il a été assassiné, hein. J'invente pas les cartes, hein. On nous parle de la liberté, c'est quelqu'un qui voulait la vérité, la liberté, l'aérien, le ciel, hein, vous voyez. Ouais, c'est fou, hein, l'assassinat est tombé, hein. C'est quelqu'un qui a eu la renommée, hein. C'est les militaires, hein, c'est les cortèges, les parades, hein, qui a été célébré. Il y a un petit truc sur la sexualité dont je suis pas très surpris, hein. Mars en Scorpion, ça correspond à ce désir avec Vénus, très fort aussi au niveau sexuel, il faut dire la vérité, hein, contraint peut-être par plein de choses. Une personne est toujours nuancée, hein. Une personne n'est pas uniquement sain ou parfait, hein. Ça n'existe pas, hein. Bah, sinon, on serait linéaire, hein. On peut être une chose et son contraire, hein. Allez, hop, on va couper le jeu et mettre 6 cartes. Donc, OH. Je voudrais pour la maman, là, ici. Les jeux d'enfants. Les tabous sexuels ou... Bon, c'est un sexe caché, l'assassinat, la liberté et la renommée, la parade. La célébrité dans son pays, l'Inde. Bon, il était très attaché à sa maman. On a la carte attirant, hein. Il était attaché à sa maman. Bon, bah ça, je vous l'ai dit avant, dans le thème astrologique, hein, d'accord? Détruire. En fait, détruire, ça veut dire que quelque part, c'est pas que lui a voulu détruire un jardin d'enfants. C'est qu'on a détruit ses rêves d'enfant, quelque part. C'était quelqu'un sûrement de très naïf, très enfant, je dirais. Euh, Ça parle beaucoup de son enfance, en fait, ici, hein. Peut-être aussi la mort de son père a dû jouer, hein. Détruire les rêves, les jeux d'enfance, c'est peut-être un enfant avec détruire l'enfance qui peut-être a dû grandir vite. Peut-être il s'est marié à 13 ans aussi, vous voyez. C'est comme ça que je le verrai. On a la carte homme ici, avec des choses au niveau blocage, un petit peu au niveau sexuel. Donc ça peut vouloir dire que quelque part, il s'interdit, comment dire, il se limitait au niveau de la chose, si vous voulez, ou c'est à la fois l'ascétisme et un petit peu la chasteté. Je dirais qu'il y a quelque chose un peu là-dedans quand même, la chasteté, vous voyez, c'est ambivalent, hein. Enfin, ça parlerait de chasteté, hein. Un homme chaste, je dirais, hein, quand je vois ça, hein. Ouais, rêve. Alors là, on a la carte rêve qui est tombée sur son assassinat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui a eu la prémonition de sa mort, hein. Il a rêvé d'un rêve prémonitoire, son assassinat. Je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, je n'avais pas fait les cartes, que c'était quelqu'un de médium, hein, guérisseur, hein. Il a ressenti dans un rêve sûrement prémonitoire sa mort. Là, c'est pas par un couteau, apparemment c'est par une bombe, mais il avait peur faillir, c'est-à-dire qu'il avait peur de ne pas de perdre sa liberté, c'est ça. Et peut-être faillir aussi par rapport à la liberté de l'Inde, c'est ce que je vous ai dit sur la scission entre le Pakistan et l'Inde, quelque part. Vous voyez, il voulait emmener les hommes vers plus haut, en fait, hein, avec l'oiseau ici, hein. Il a eu l'impression qu'il avait failli par rapport à ça. Ouais, qu'il avait échoué. Je pense pas qu'il ait échoué, mais pour lui, le Pakistan s'est divisé, une grosse partie de l'Inde s'est divisée, hein. Il a eu l'impression qu'il avait échoué par rapport à ça. D'amener la liberté au peuple. C'est quelqu'un avec l'étranger qui est très connu à l'étranger, bah oui, on le sait, hein, mondialement connu, et célébré dans son pays, mais aussi à l'étranger. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas mal.
Je vais m'arrêter là. J'ai fait quand même 44 minutes sur Gandhi. J'espère que vous aurez appris des choses sur ce personnage, sur cette personne. Je ne vais pas dire personnage, c'est une personne. C'est quand même une icône. C'est pas une icône, mais c'est quelqu'un de puissant hein, au niveau psychique, au niveau. L'apôtre de la non-violence, au nom du combat, lune noire en bélier, soleil en balance, balance bélier, axe de la justice et de l'injustice. Se battre au nom d'une cause, être le héros du peuple, c'était son message de vie, avec Neptune rétrograde, avec une ambition d'idéal, comment dire, un idéalisme intérieur, un dévouement intérieur, une puissance psychique intérieure, une puissance de guérison du corps. Donc vraiment, c'est comme des chamans, hein. C'est un chaman en fait, hein, cet homme. Oui, c'est un chaman. Hein. Il a fait du droit, du juridique, mais c'était pas ce qu'il était. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je remettrai sûrement des voyances cette semaine en ligne. Je vous retrouverai et je suis content d'avoir fait cette voyance sur Gandhi. Ça m'a fait du bien de la faire. Dans cette période trouble que nous vivons, ce genre de personnes qui n'existent évidemment plus. Mais vous voyez, ça donne de l'espoir quand même si on voit que toutes les époques ont été quand même difficiles quelque part. Oui, ça permet de relativiser les choses. Je vous dis à très bientôt. Merci pour la fidélité sur ma chaîne. Merci pour les petits pouces. Merci pour vos commentaires. Je vous remercie toujours. Même si je ne mets pas des petits cœurs à chaque fois, je les lis. Des fois, il y a 300 commentaires. Je ne peux pas tous les lire non plus. Mais croyez bien que je vous en remercie infiniment et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de voyance. À bientôt. Belle journée. Au revoir.